Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Notre invitée ce midi, c'est Virginie Ruffnac, la chef de groupe de l'Avenir en Confiance au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Alors, avec 3 semaines de recul maintenant, quelle analyse faites-vous des résultats du référendum du 4 octobre? Pour synthétiser, le non à l'indépendance l'a emporté, mais le oui a progressé. Ça vous inquiète ces résultats ou vous vous dites, non, on a gagné? Écoutez, il faut surtout dire aux Calédoniens que pour la 6e fois depuis 1958, je vous rappelle qu'en 58, le général de Gaulle propose aux Calédoniens d'adopter la constitution de la 5e République et que si les Calédoniens ne l'adoptent pas, le général de Gaulle est clair, nous devenons indépendants. Eh bien, dès lors, nous demandons de rester dans la République française. C'est la même chose en 1987 lors du référendum, c'est la même chose en 1988, c'est la même chose en 1998, c'est la même chose en 2018 et c'est encore la même chose en 2020. Ça veut dire que ça fait quand même 6 fois que les Calédoniens que nous sommes disons à la nation que nous voulons rester sous souveraineté française. Alors, je voudrais quand même compléter. C'est sûr que certains peuvent se dire, oui, mais quand même, le non en pourcentage recule. Mais je voudrais surtout dire aux Calédoniens qu'on est quand même du côté des partisans du maintien de la Calédonie dans la France, devenus des spécialistes en matière de course à handicap. Parce que il y a eu beaucoup d'embûches sur le chemin de ce référendum, notamment de celui-là. Beaucoup d'embûches sur le chemin de ces 2 référendums, et encore plus de ce dernier référendum. L'embûche, la première, c'est la question. Vous avez une question où nous, on doit mobiliser les gens sur un non, là où les autres doivent mobiliser sur un oui, qui est quand même plus fédérateur. Embûche, parce que vous le savez très bien, il y a de très fortes discriminations en matière de droits électoraux, puisque les personnes de statut coutumier, quand on sait tout le caractère très identitaire que revêt ce référendum, eh bien, ces personnes de statut coutumier ont des droits supérieurs en matière d'inscription et des facilitations. Et puis enfin, avec aussi, malgré tout, un nouveau phénomène qui a été quand même quelque chose d'inédit, ce blocage d'un certain nombre de bureaux de vote à Nouméa et dans l'agglomération pour intimider, pour entraver certaines personnes et en tout cas mettre le doute dans leur esprit et leur faire peur par endroits, puisque c'était vraiment des menaces, des caractères de menaces parfois. On va y revenir, mais tout de même pour rester sur les résultats eux-mêmes et peut-être sur la campagne, vous avez des regrets sur la campagne, la manière dont elle a été menée? Est-ce que vous auriez pu faire mieux? Est-ce que vous avez des regrets sur les thèmes choisis, sur les populations auxquelles vous êtes adressés, sur peut-être une moindre capacité à mobiliser les abstentionnistes qu'ont pu le faire les indépendantistes? Alors, je pense que de toute façon, il nous faudra faire un bilan de la campagne référendaire, mais il ne faut pas oublier que dans les obstacles que nous avions aussi, c'est la campagne notamment de l'État. Parce que quand vous vous battez pour que la Calédonie reste dans la France, vous avez quand même besoin que la France exprime un petit peu ce que sera la Calédonie dans la France, certes, mais aussi les conditions de l'indépendance. Or, quand même, la communication de l'État a été plus qu'ambiguë là-dessus. Quand vous ne dites pas sur la double nationalité ce qu'il en sera, quand vous dites que des accords de coopération seront possibles, on a été un peu déçus de cet État absent pour dire la réalité de ce que nous connaissons dans la région ou même au niveau international en termes d'indépendance, de ce que sont les indépendances et des ruptures qu'elles constituent avec les États originaux. Mais là aussi, c'était la 2e fois, parce que pour le premier référendum, ça n'avait pas été mieux. Ça n'avait pas été mieux. On aurait pu espérer quand même que l'État sorte un peu plus du bois. Et en tout cas, c'est ce que nous avons bien indiqué et fait savoir au ministre. Cette absence de l'État dans cette campagne, elle a été aussi absente lors du vote le jour J. Parce que je veux revenir à nouveau à ces blocages devant les bureaux de vote, alors même que nous avions une consultation essentielle, alors même que le droit de vote et la liberté de vote est un droit sacralisé constitutionnel, et alors que n'importe quelle élection dans un bureau de vote au niveau de la métropole et au niveau national est annulée lorsqu'il y a la moindre entrave du type un t-shirt, un insigne d'un des partis par rapport à l'autre, eh bien en Nouvelle-Calédonie, lors de cette consultation essentielle pour les Calédoniens, l'État était totalement absent. Est-ce qu'on va pas vous dire que vous êtes mauvais joueur? Parce que si le non avait progressé largement, peut-être que vous n'auriez pas eu cette attitude. Est-ce que c'est pas pour jeter le trouble sur les résultats de ce 2e référendum que vous faites ces actions auprès du Conseil d'État? Alors je vais vous dire, Elisabeth, on a effectivement, le non l'a emporté lors de ce second référendum. Donc vous imaginez bien qu'on n'a aucun intérêt à faire un recours. Nous avons fait un recours sur 9 bureaux. Nous aurions pu en faire bien davantage. Mais nous avons le faire pourquoi? Parce que nous ne voulons plus jamais que ce type de situation se reproduisent. Et nous l'avons dit à l'État. C'est tout l'enjeu de cette requête qui est déposée devant le Conseil d'État.
avec de très nombreux témoignages de Calédoniens qui ont vécu des barrages filtrants où seules les personnes avec des drapeaux FLNKS étaient autorisées à pied ou en voiture à passer pour aller vers le bureau de vote, avec des feux sur des ronds-points qui étaient des endroits de passage obligatoires pour se rendre au bureau de vote, avec des voitures bousculées, avec des hurlements, des cris, des personnes qui sautaient sur le toit des bureaux de vote ou les abribus à proximité. Il faut dire la vérité. Nous n'allons pas cacher cette vérité sous le tapis. Et nous voulons parler à ces Calédoniens qui ont subi ces déstabilisations, ces violences le jour du vote. Nous voulons leur dire que si nous avons fait cette requête, c'est parce que nous, les non-indépendantistes, nous sommes là. Nous sommes ici en Nouvelle-Calédonie, c'est aussi notre pays. Nous ne partirons pas, nous saurons faire face à cette situation et nous saurons nous battre pour que nous restions en Nouvelle-Calédonie dans un état de droit. Qu'est-ce que vous attendez de ce recours? Éventuellement une petite modification à la marge des résultats? Alors, il est certain que si jamais les 9 bureaux sont annulés, il y aura une légère modification, évidemment qui n'inversera pas l'équilibre favorable au non à l'indépendance, mais en tout cas, ça aura mérite d'être une sanction pour que plus jamais ce type de comportement et de regroupement totalement illégaux avec des insultes qui étaient proférées à certains votants qui se rendaient à leur bureau ne se produisent jamais, quelle que soit l'élection d'ailleurs. Nous sommes défenseurs d'un état de droit en Nouvelle-Calédonie. C'est tout l'enjeu de cette requête. Et d'ailleurs, j'encourage, et j'ai eu l'occasion de le dire, les indépendantistes à soutenir cette requête. Parce que eux, ils veulent l'indépendance. Mais dans leur projet d'indépendance, c'est plus un état de droit. Mais justement, pour aller jusqu'au bout de cette requête, c'était des actions qui étaient organisées par les indépendantistes, par le FLNKS, selon vous? Ou c'était des actes spontanés, entre guillemets, ou en tout cas qui venaient uniquement de la base? Vous pensez qu'il y avait vraiment une volonté des indépendantistes de perturber le scrutin? Alors, il n'est pas du tout dans mes habitudes de dire des choses sans preuve. Je ne veux pas dire que ce sont les indépendantistes qui ont organisé ces regroupements. Ce qui est sûr, c'est que ces regroupements étaient organisés. Par qui, je ne le sais pas, à ce stade. Ils étaient organisés parce qu'ils étaient très coordonnés. Nous avions des similitudes d'organisation sur les différents bureaux qui avaient été ciblés, avec des petites montées en puissance plus violentes par endroits et un peu moins à d'autres. Mais de toute façon, la pression sur les électeurs était la même dans tous les bureaux qui avaient été ciblés, avec vraiment un passage obligé au milieu de ces drapeaux, avec des menaces, avec parfois des insultes à caractère racial, enfin des choses qu'on ne veut pas voir en Nouvelle-Calédonie. Moi, c'est pas la Nouvelle-Calédonie que j'aime et qui est la Nouvelle-Calédonie où je suis née et où mes ancêtres sont nés. Ça n'est pas celle-ci qu'on veut développer pour nos enfants et nos petits-enfants. Alors, on sait que le sénateur Pierre Frogier, dans une lettre ouverte au ministre des Outre-mer qui est actuellement sur le territoire, a signalé ces incidents en expliquant lui aussi qu'il les trouvait extrêmement graves. Le ministre lui a répondu sur ce point. Il a l'air effectivement de penser qu'une enquête s'impose, en tout cas. Ah bah écoutez, oui, on a été ravis d'apprendre, effectivement, d'ailleurs par la bouche du ministre qui nous l'a dit également à nous-mêmes, que suite à cette lettre du sénateur Pierre Frogier, il avait saisi le procureur. Car nous considérons, nous avons fait, nous, une requête au niveau du Conseil d'État, qui est dans le droit administratif, mais effectivement, il y a vraiment des actes qui relèvent du pénal, dans les situations qu'ont pu vivre certains électeurs calédoniens lors de ce vote. Et je me satisfais, en tout cas, que le ministre ait réagi, je trouve, sainement vis-à-vis de cette situation, souhaitant faire toute la lumière sur la situation qui s'est passée en Nouvelle-Calédonie. Alors justement, le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, il est en quatorzaine depuis presque 14 jours maintenant. Il doit sortir aujourd'hui en principe, si tout se passe bien. Vous avez eu un entretien hier avec lui. Ça s'est passé comment? De quoi il vous parle? Qu'est-ce qu'il vous demande? Et qu'est-ce que vous lui avez dit? Écoutez, il reviendra... Même si vous pouvez sans doute pas tout dire. Il reviendra au ministre lui-même de s'exprimer et de dire ce qu'il pense, ce qu'il souhaite et quelles sont ses orientations. Effectivement, le groupe Avenir en Confiance que je préside, nous avons une petite délégation qui est allée rencontrer le ministre. Nous lui avons surtout, nous, dit ce que nous souhaitions. Nous avons constaté un ministre qui semble vouloir redonner à l'État le rôle qu'il doit, selon nous, avoir en Nouvelle-Calédonie, et non pas un État absent que nous avons connu ces derniers mois et ces dernières années. Ce que je peux vous dire, c'est que nous lui avons dit que nous n'accepterions plus jamais que la situation que nous avons vécue le 4 se reproduise. Si jamais elle était considérée comme légale et qu'elle n'était pas condamnée, qu'il n'y avait pas d'annulation de ces bureaux de vote, ça voudrait dire qu'il est autorisé de faire ces blocages. Eh bien, nous lui avons indiqué que si c'était autorisé et légal, nous y serions la prochaine fois. Parce qu'il n'y a aucune raison que nous n'y soyons pas si cette situation est autorisée. Vous imaginez un peu ce que ça peut générer. Donc, ça, nous le lui avons dit. Et évidemment, nous lui avons dit qu'aujourd'hui, nous avions une situation d'impasse référendaire en Nouvelle-Calédonie. Ces référendums nous mènent dans l'impasse. Nous avons donc 53-47 et encore, nous, avec beaucoup d'obstacles sur notre chemin. Mais la Calédonie est coupée en deux. Avec, évidemment, le fait que le non l'emporte à nouveau. Néanmoins, face à cela,
à part déstabiliser, créer plus de troubles et créer le désordre en Nouvelle-Calédonie, eh bien, quel est l'intérêt d'aller à un troisième référendum ? C'est notre position aujourd'hui. Nous sommes pour qu'il y ait des discussions, que nous trouvions des solutions pour ces deux légitimités de la Nouvelle-Calédonie, que personne ne se sente renié, que le choix démocratique malgré tout soit respecté et que l'État joue son rôle pleinement comme il a su le faire par le passé. Alors les indépendantistes, eux, annoncent qu'ils vont demander dès le 5 avril l'organisation du troisième référendum. Vous pensez que ça peut être évité et est-ce que c'est l'un des thèmes que vous avez évoqué avec le ministre, la possibilité d'éviter ce troisième référendum ? Le rôle de l'État est primordial en la matière. Le rôle de l'État est primordial en la matière. Comme souvent en Nouvelle-Calédonie, vous avez deux camps, les indépendantistes d'un côté et les non-indépendantistes de l'autre, qui ne sont pas d'accord. D'accord ? Et quelle est la pierre angulaire, la clé de voûte du dispositif ? Eh bien, comme à chaque fois, c'est l'État. Donc, quand l'État est absent, et nous l'avons vu ces dernières années, ça aboutit à ce que l'on connaît aujourd'hui. Un état de défiance, une situation, de défiance en Nouvelle-Calédonie, de société fracturée, par des référendums qui n'apportent aucune solution d'avenir. Par conséquent, vraiment, les clés sont entre les mains de l'État. Moi, je considère en tous les cas que nous avons tous, indépendantistes et non-indépendantistes, la responsabilité de notre population, de ces 270 000 habitants de la Nouvelle-Calédonie, que nous avons en partage et en responsabilité, et que nous ne sommes plus là à être dans des postures politiciennes, mais bien dans le fait de trouver ensemble et en responsabilité à nouveau les solutions possibles pour ces populations pour vivre en paix, et sans que personne ne se sente renié et de manière protégée. Le ministre, comment est-ce qu'il voit les choses ? Est-ce qu'éventuellement la perspective d'un comité des signataires en janvier est toujours dans les tuyaux ? Est-ce que c'est une possibilité ou est-ce qu'il pense pouvoir réunir les partenaires de l'accord ici à Nouméa pendant qu'il est là ? Je crois qu'en la matière, tous les champs des possibles sont encore ouverts. Je pense que le ministre fait beaucoup de rencontres et d'échanges avec l'ensemble des acteurs, de manière effectivement à trouver la meilleure voie possible de renouer le dialogue en Nouvelle-Calédonie. Je veux bien dire que nous n'avons pas, contrairement à ce que certains disent, quitté la table de dialogue juste comme ça sur un coup de tête. Si nous avons quitté la table de dialogue, c'est que ça n'était pas un dialogue. Quand on parle du G7 avec Édouard Philippe. Tout à fait. Si nous l'avons quitté cette table, c'est qu'en fait, ça n'était pas un dialogue. Il s'agissait uniquement de discuter de l'indépendance. C'est pas un dialogue que de discuter que de l'indépendance. Donc, évidemment, par respect pour les Calédoniens qui, à nouveau, ont fait le choix majoritaire depuis de nombreuses années du maintien de la Calédonie dans la France, cette situation ne nous paraissait pas acceptable. Mais évidemment, en plus, vous savez, aujourd'hui, moi, je viens aussi en tant que secrétaire général du Rassemblement. C'est le mouvement qui a signé les accords. Il est évident que ce dialogue est quelque chose d'indispensable. D'ailleurs, je souligne que soit les indépendantistes disent que nous sommes toujours dans l'accord, et d'ailleurs, c'est ce qui justifie qu'eux disent, du coup, nous, on voudrait demander un troisième référendum. Soit ils sont toujours dans l'accord, et auquel cas, ils peuvent pas refuser de discuter. Parce que nos anciens, ces accords, quand ils les ont signés, c'était vraiment un dialogue, un échange, des compromis parfois, trouver les meilleures solutions pour les Calédoniens avec ces deux grands équilibres en Nouvelle-Calédonie. Et donc, on peut pas dire, on reste dans l'accord, mais on discute plus. Parce que j'entends un petit peu ça aujourd'hui. C'est pas possible. Donc, je pense que l'État, encore à nouveau, a un rôle déterminant pour réamorcer ce dialogue. Mais encore une fois, on est dans le même cas de figure. Les indépendantistes disent qu'à la limite, ils veulent bien discuter, mais ils veulent parler que de la pleine souveraineté. Ça réduit quand même la possibilité de dialoguer et d'échanger, non ? C'est de leur responsabilité, c'est de leur responsabilité. On ne peut pas rester ainsi sur des postures dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui si on pense à l'intérêt général de nos populations. Donc, il y a nécessité à ce qu'il y ait de vraies discussions, surtout que, vous le savez, et ça a été l'objet de débats et d'échanges sur votre antenne de Radio Rythme Bleu. L'accord de Nouméa a été signé pour 20 ans. L'accord de Nouméa a été signé pour 20 ans. Donc il est fini. C'est ce que disait Harold Martin il y a 8 jours à votre place. L'accord de Nouméa est terminé, il est fini. Vous partagez cette analyse ? Nous avons eu un comité des signataires en 2018 à l'issue du référendum à l'occasion duquel ce sujet a été évoqué. Il est clairement dit dans l'accord de Nouméa que celui-ci a été signé pour 20 ans. L'État est venu avec un avis du Conseil d'État qui est assez ambigu, mais pas du tout clair, qui dit, et je voudrais citer pour les électeurs la dernière phrase de cet avis du Conseil d'État. Pour les auditeurs. Pour les auditeurs, excusez-moi.
Donc il affirme, le Conseil d'État, qu'effectivement, l'accord a été signé pour 20 ans et il dit celle-ci, enfin en tout cas la mise en œuvre de cet accord débute à la mise en place des institutions politiques, c'est-à-dire le 11 mai 1999 lors des élections des assemblées du Congrès et des provinces, d'accord ? Donc 11 mai 1999, démarrage de l'accord de Nouméa. Cet accord a été signé pour 20 ans. Puis il y a une petite phrase de l'avis du Conseil d'État qui dit cependant il résulte de l'accord lui-même que son application pourrait s'étendre, on est dans du conditionnel, au-delà de cette période. Donc vous voyez, on est sur un fil là d'un avis du Conseil d'État très ambigu, avec une clarté dans l'accord de Nouméa disant qu'il est signé pour 20 ans. C'est d'ailleurs tout l'enjeu de la remise en cause du corps électoral figé pour le référendum. On va en parler. Qui vient de faire l'objet d'une manifestation avec plus de 10 000 personnes qui se sont exprimées, car cette restriction du corps électoral pour le référendum de 20 ans, eh bien, elle n'avait été acceptée par les signataires que parce qu'elle était de 20 ans, c'est-à-dire qu'en 2019, l'accord de Nouméa était censé être achevé. Mais alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Si l'accord est fini, si notamment le corps électoral doit être réouvert, alors d'abord, pour que les choses soient bien claires, et c'était le but de la manifestation de samedi dernier, qui a rassemblé plus de 10 000 personnes, c'était dégeler le corps électoral provincial. Ça vous paraît possible aujourd'hui ? Là aussi, les indépendantistes disent, pas question, on n'en parle pas avant la sortie de l'accord. Vous avez aujourd'hui plus de 41 000 personnes en Nouvelle-Calédonie qui sont exclues de ce corps électoral provincial. Vous avez à l'intérieur de ces personnes des jeunes Calédoniens nés en Nouvelle-Calédonie et qui ont 18, 19, 20, 21 ans. Comment voulez-vous qu'on explique à ces jeunes qui ne sont pas citoyens, parce que le corps électoral provincial, être sur une liste provinciale, permet d'accéder à la citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie. Comment pouvez-vous dire à ces jeunes qui n'ont connu rien d'autre que la Nouvelle-Calédonie et qui y sont nés, qu'ils ne sont pas citoyens de leur propre pays ? Enfin, ça n'existe nulle part. À un moment donné, ce sujet doit être remis sur la table. Et je voudrais indiquer ici que la Cour européenne des droits de l'homme, en 2005, quand elle accepte la restriction provinciale du corps électoral. Elle se prononce à l'époque sur un corps électoral glissant, c'est-à-dire de 10 ans, et non pas sur un corps électoral gelé. Elle dit, c'est une durée très longue, effectivement, de restriction, c'est 10 années, mais du fait des impératifs de l'accord de Nouméa, ça peut être accepté, mais il faudra le changer dès qu'on en sort. Sauf qu'aujourd'hui, on n'est plus sur du glissant. On est sur du gelé. Donc moi, je serais intéressée de voir le positionnement de la Cour européenne des droits de l'homme sur le corps électoral gelé maintenant, alors que nous en sommes à plus de 22 ans de gel. Mais c'est une question qui se réglera de façon politique et non pas juridique. Ou est-ce que vous pensez que vraiment les cours de justice peuvent donner un jugement qui s'imposera politiquement ? Effectivement, vous avez raison. Et c'est la voie de la politique et d'où l'intérêt que le dialogue soit noué pour trouver les meilleures solutions pour les Calédoniens d'avenir. C'est la voie politique qui doit régler cette situation. Néanmoins, vous savez, nous, régulièrement, on nous met des avis du Conseil d'État, on nous met des avis juridiques, des décisions. Donc, nous avons aussi investi ce terrain judiciaire, on va dire juridique, pour effectivement faire valoir un certain nombre de droits. Parce que malgré tout, même s'il y a des décisions politiques, on est quand même dans un état de droit. On ne peut pas non plus faire tout et n'importe quoi. Ça, c'est pour le corps électoral provincial. Le corps électoral référendaire, jusque-là, n'avait pas été contesté, si ce n'est pour sa constitution, pour la manière dont il devait être formé, avec les inscriptions automatiques ou non. C'est un corps qui est gelé, lui aussi, en 94. Est-ce que là, il y a des contestations envisagées ou est-ce qu'on ne touche pas au corps électoral référendaire, alors que là aussi, la distance devient immense? Alors, évidemment qu'il y a contestation. Pourquoi ? Parce que les signataires des accords seraient plus à même que moi de vous en parler. À nouveau, lorsqu'ils acceptent cette restriction à 20 ans de présence pour pouvoir voter lors du référendum, lors des discussions, il est envisagé que dès 2014, il y ait référendum. C'est tout le sens d'ailleurs, vous savez, en 2009, quand Pierre Faugier dit « il faut purger la question de l'indépendance », c'était le sens de dire « il ne faut pas faire la politique du chien crevé qui suit le fil de l'eau », selon une expression bien connue. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire durer cela éternellement, parce que, vous voyez, dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, eh bien, c'est parce que cette situation a trop duré. Donc il devait y avoir référendum dès 2014, ce que les indépendantistes, alors qu'ils l'avaient eux-mêmes demandé lors des accords, n'ont pas souhaité et ont fait traîner jusqu'au dernier moment, jusqu'à ce que l'État convoque lui-même ce référendum de 2018. Donc tout ça pour dire quoi ? 20 ans c'était acceptable, mais aujourd'hui on n'en est pas à 20 ans, on est à 26 ans. Et puis si jamais il devait y avoir un troisième référendum, on sera à 28 ans. Comment est-ce acceptable ? Ça n'est pas acceptable.
Et donc là, il y a des recours possibles ou de la même manière, c'est un point qui doit être discuté entre partenaires de l'accord? Ça fait bien sûr partie des discussions politiques que nous devons avoir, mais effectivement, il y a des recours tout à fait possibles, oui, effectivement. Ce troisième référendum, s'il a lieu, pose également le problème de la concomitance avec les élections présidentielles, de l'élection présidentielle en métropole. C'est quelque chose qui a été abordé avec le ministre. Est-ce qu'il est conscient de ce danger possible? Ah oui, ça a été abordé avec le ministre hier lorsque nous l'avons rencontré, mais ça a été également abordé lors de différents comités des signataires. Il n'y a pas d'intérêt à ce qu'il y ait, entre guillemets, une prise en otage des enjeux calédoniens qui sont si importants. Hein. Nous, des Calédoniens, nous avons un enjeu de souveraineté au-dessus de la tête, qui soit prise en otage. Néanmoins, si jamais l'État ne se réapproprie pas dès maintenant ce processus, eh bien, c'est une évidence que le sujet calédonien va brusquement s'inviter dans cette campagne présidentielle. C'est une évidence. D'où la nécessité d'une reprise en main, je le dis, parce que c'est pas un pilote automatique, l'accord de Nouméa. Il a besoin de 3 partenaires actifs et engagés. Reprennent en main ce dispositif, ce processus, et s'impliquent davantage. Alors par ailleurs, Virginie Ruffnac, vous êtes également, vous le rappeliez tout à l'heure, secrétaire général du Rassemblement Les Républicains. Le 31 octobre, c'est le congrès de votre parti, un congrès électif. Ça se présente comment ? Écoutez, ça se présente très bien. Parce qu'avec toute cette agitation et cette animation et cette actualité référendaire, on en a peu parlé pour l'instant. C'est vrai, mais c'était très important que notre congrès, élise son nouveau président, puisque vous le savez, à la suite du départ de Pierre Frogier qui a voulu transmettre à une nouvelle génération, Thierry Santa a assumé les fonctions de président par intérim. Il y avait jusqu'au 16 octobre dernier pour pouvoir déclarer les candidatures diverses et variées. Nous avons fait beaucoup de communication à l'égard de nos adhérents, mais aussi à l'égard du grand public, sur le fait que toutes les candidatures étaient acceptables. Et à la date du 16 octobre, uniquement la candidature de Thierry Santa a été reçue. J'ai reçu, en tant que secrétaire général, cette candidature. Il sera donc le candidat pour la présidence du Rassemblement lors de ce congrès. Je profite, Elisabeth, de votre antenne pour dire que ceux qui veulent voter au congrès doivent être à jour de leur cotisation à la date d'aujourd'hui, ce soir, et nous réouvrons la permanence jusqu'à 20h ce soir, car nous avons une grande affluence du fait de notre congrès imminent. Au lieu de 16h, nous ouvrons jusqu'à 20h pour tous les retardataires qui voudraient venir prendre leur renouvellement ou leur adhésion afin de voter pour ce congrès électif. Donc ça se présente bien. Il y a un ADN au Rassemblement. Les personnalités de Pierre Frogier, de Thierry Santa, ou par exemple d'une personnalité comme Alcide Ponga l'incarnent bien. Nous sommes une force, ce mouvement de proposition pour des solutions d'avenir pour les Calédoniens. Quand Pierre Frogier propose un nouvel accord, quand il fait une montée côte à côte de 2 drapeaux pour rassembler ces identités, non pas les séparer comme nous avons vécu lors des derniers référendums que nous venons de subir. Lorsque Thierry Santa tient à bout de bras cette collégialité si difficile face à une crise du Covid, face à un enjeu référendaire qui divise la société calédonienne et la vie politique calédonienne. Quand un Alcide Ponga à Kawa est maire, alors qu'il a face à lui une liste unie des indépendantistes et qu'il est dans une commune à plus de 75% indépendantistes, ça vous montre que vous avez des personnalités qui proposent des solutions pour l'ensemble des Calédoniens, qui aiment profondément notre Nouvelle-Calédonie avec toutes ses composantes. C'est aussi ça l'ADN du Rassemblement. Et écoutez, nous sommes fiers de tenir notre congrès électif. Un seul candidat, ça manque un peu de suspense. Vous regrettez qu'il n'y ait pas eu d'autres candidatures éventuellement qui soient suscitées ou est-ce que ça fait le jeu de l'apaisement d'avoir un seul candidat ? Moi, je considère que s'il n'y a qu'un seul candidat, c'est que cette candidature fédère déjà. C'est qu'elle est quand même très légitime. Et de surcroît, vous savez, dans le contexte dans lequel nous sommes politiquement en Nouvelle-Calédonie, je crois que si au sein des mouvements politiques, il peut y avoir à la fois de la stabilité et pas de division, je crois que ça sera de nature à être très responsable pour les Calédoniens. Nous défendons une Calédonie dans la France. Nous sommes là, nous sommes debout sur nos jambes. Nous ne lâcherons pas ce combat et je veux rassurer les Calédoniens là-dessus. Le rassemblement au sein de l'Avenir en Confiance, avec aujourd'hui les loyalistes, a toute sa place justement pour mener ce combat important. Et justement, l'union des loyalistes dans tout ça, on en est où ? Vous êtes regroupés effectivement dans l'Avenir en Confiance pour les élections provinciales, puis dans les loyalistes pour la campagne référendaire, sont des unions qui ont vocation à durer
ou est-ce qu'au bout d'un moment, chacun va reprendre son chemin? Alors moi, je vais vous le dire, très attachée à cette unité. Je crois même d'ailleurs qu'elle est encore plus importante maintenant qu'avant encore l'échéance référendaire. Plus importante parce qu'il nous faut arriver à trouver les compromis entre nous pour parler d'une seule voix, pour proposer des projets communs de manière à être plus crédible à la fois face à l'État, mais aussi face aux indépendantistes qui sont nos deux autres partenaires de l'accord de Nouméa et des accords en général. Après, il faut trouver les modalités de ces unions et je crois qu'il y a un nouveau président qui sera élu au Rassemblement le 31 octobre, samedi prochain. Ce président aura toute la latitude pour engager la réflexion au sein de notre mouvement et faire dégager les orientations souhaitées pour mettre en œuvre cette unité. Et effectivement, ce débat est devant nous, cette réflexion est devant nous. Le Rassemblement a vocation ou a l'intention de jouer un rôle dans la sortie de l'accord de Nouméa, qu'il soit fini ou non, il faut bien qu'on en sorte un jour. Il a l'intention de jouer un rôle particulier et il a une place encore? Alors je pense très sincèrement qu'il a une place. Le Rassemblement a toujours souhaité qu'on sorte de ces accords par le haut. À nouveau, quand par exemple Pierre Frogier propose un grand palabre, il prend conscience qu'il y a une nécessité à ce que cet avenir institutionnel ne soit pas, entre guillemets, confisqué dans des comités théodules, mais que vraiment il y ait une libération de la parole en Nouvelle-Calédonie pour que nous fassions les meilleurs choix d'avenir possibles. Eh bien, le Rassemblement, c'est ça, c'est faire les meilleurs choix d'avenir possibles avec nos partenaires de l'ensemble des mouvements politiques non indépendantistes, des regroupements dans lesquels nous agissons. Et effectivement, le Rassemblement a un ADN qui fait que nous avons une place importante à jouer, me semble-t-il, je ne vais pas vous dire le contraire, dans ces discussions d'avenir. 3 semaines après ce référendum, vous restez plutôt optimiste sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, la manière dont les choses vont pouvoir s'organiser dans les prochains mois? Je suis lucide, mais aussi optimiste et surtout déterminée. Déterminée parce que la Nouvelle-Calédonie est notre pays. Nous sommes là. Il n'y a aucune raison d'en partir. Je veux rassurer les Calédoniens. Nous saurons faire face aux indépendantistes et défendre le choix des Calédoniens qui a encore été affirmé le 4 octobre dernier. Donc qu'ils soient rassurés, qu'ils ne perdent pas leur sang-froid. Nous sommes là et nous y resterons et nous défendrons un avenir français pour la Nouvelle-Calédonie. Virginie Ruffnac, chef du groupe de l'Avenir en Confiance au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Et c'est la fin de ce magazine Transparence, un magazine qui sera rediffusé dimanche soir, juste après notre édition de 17h45. Dans un instant, vous pourrez le retrouver en podcast audio et vidéo sur notre site internet. Excellent après-midi à tous. Votre prochain rendez-vous d'infos, c'est à 13h.